De l'Occident, elle a la carcasse. Mais son âme, ses rêves, eux, sont bien africains. Johannesburg incarne tout le paradoxe de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'y cherche des réponses, que j'espère trouver auprès de Keitu, une sangoma. Je vais lire les osselets pour toi, et ils me diront où tu en es dans ta vie. C'est comme une carte. On va voir où tu es allé et vers où tu te diriges. Peux-tu souffler ? Les osselets me disent que tu es quelqu'un qui explore beaucoup, et ces explorations t'apportent de la chance. Y a-t-il quelque chose de précis que tu souhaites savoir ? J'aimerais savoir pourquoi je fais ce rêve de léopard. Le léopard est un animal sacré dans notre culture et pour notre peuple. Un léopard ne rend pas visite à quelqu'un sans raison. Il pourrait bien avoir un message pour toi. Peut-être un chemin que tu devrais suivre, un cadeau caché. Le léopard a peut-être une histoire pour toi que tu devrais écouter. Ces rêves seraient donc une invitation à prendre la route, à chercher ce léopard. Je décide de me lancer sur sa piste. Je le chercherai dans la province du Cap-Oriental, jusqu'aux montagnes du Drakensberg. Et enfin, je remonterai au nord, dans son dernier sanctuaire. Ici, il y a 40 000 ans, des chasseurs bushmen couraient derrière leur gibier. Puis sont venus les pasteurs bantous et leurs troupeaux. Enfin arrivèrent les blancs, fermiers et éleveurs. Tous marchaient au rythme de leur proie, de leur monture ou du bétail. Qu'est-ce qui nous lie encore à l'animal ? Je suis au bout de l'Afrique, au mythique cap de Bonne-Espérance, où s'embrassent les océans Atlantique et Indien. Une manne dans laquelle puisent les habitants de Simonstown, ainsi que leurs voisins, ces petits pêcheurs à plumes. Ils sont apparus ici il y a une trentaine d'années. Personne ne sait vraiment pourquoi. À terre, les manchots du Cap ont trouvé un havre de paix où ils pourront couver leurs poussins, à l'abri des prédateurs. Mais il faut bien pêcher en mer, au risque d'y laisser quelques plumes. Car sous la surface, les eaux sombres de la forêt de kelp abritent de bien étranges créatures. Émergeant du fond de la préhistoire, voici le requin plané, qui survit grâce à 7 branchies et un comportement de prédateur opportuniste. Comme tant de squales, ces requins primitifs souffrent de la surpêche et de l'animosité meurtrière des humains.
C'est en ami que cette sirène-là vient leur rendre visite. Je viens de rencontrer Onley Prinsloo, une championne d'apnée qui se dévoue corps et âme à la protection des squales. Comme souvent en cette saison, le temps s'est gâté en quelques minutes. Le cap de Bonne-Espérance est devenu le cap des tempêtes. En attendant l'accalmie, Onley me guide dans son village de Colk Bay. Quand le film Les Dents de la Mer est sorti, les gens ont appris à avoir peur du requin. C'est catastrophique pour notre relation à l'environnement. Comment peut-on protéger ce qui nous inspire de la peur ? Si l'humanité veut garantir son avenir, nous devons revoir notre relation à l'environnement et à l'animal. Nous ne sommes pas les créatures les plus importantes sur cette planète. Au contraire, nous sommes probablement les moins importantes. Tout le reste se débrouillera sans nous. Nous ne pouvons pas nous débrouiller sans tout le reste. À force de dompter la nature, nous avons oublié que nous en faisions partie. C'est peut-être pour m'en rappeler que je suis sur la route. Toi, tu as ta quête du léopard et moi ma quête du requin. Mais par ici, c'est plus facile pour moi. Il suffit de regarder sous l'eau et les requins sont là. C'est bien plus dur de trouver les léopards ici, car les hommes ont grignoté leur écosystème. J'ai peur que les requins ne subissent le même sort. Et c'est pour ça que je dors mal la nuit, et que je me bouge comme je le fais. Les erreurs que nous avons faites sur Terre, on ne doit pas les répéter dans l'océan. Dépasser sa propre peur et prouver aux autres qu'un bon voisinage avec les requins est possible. Je comprends mieux pourquoi, partout dans le monde, Onley tend la main vers ceux que l'on présente comme nos ennemis. Bonjour. Salut mon frère, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, bien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais savoir aux gens du village qu'il y a quelque chose à voir dans la baie. À quelques kilomètres de la péninsule, je viens de rencontrer le seul et unique crieur de baleines d'Hermanus. Il y a quelque chose là-bas. Il y en a une, à 2 heures. Tu la vois? Ah oui. Ça y est, elle souffle. Ça fait une forme en V. C'est une baleine franche australe. On dirait même qu'il y en a 2. Elles sont assez loin de nous. J'en vois une, là-bas. Génial, regarde ça, voilà. Les baleines franches australes viennent d'Antarctique, où l'eau est glaciale. Elles viennent ici, dans la baie Walker, où l'eau est plus chaude, pour mettre bas. Elle revient encore, la voilà.
Ce que je fais chaque jour, marcher au bord de la falaise, informer les gens de ce qui se passe dans la baie, moi ça me fait me sentir important parce que je suis un peu l'ambassadeur de cette ville. Je suis le seul type dans le monde entier à faire ce job et ça me rend très fier. Je comprends qu'il soit fier de lui, Eric, le crieur de baleines d'Hermanus. Arrivé les poches vides de son village, il a commencé comme gardien de parking et a tout supporté sans broncher. Le mauvais temps, les clients pénibles, pour 100 € par mois. Aujourd'hui, il est payé plus du double. Et même si ce n'est pas encore le Pérou, il contemple avec plaisir le chemin parcouru. Il m'a dit que c'était son aisance avec les touristes qui lui avait permis de décrocher ce job de crieur de baleines. Souriez! En le voyant à l'œuvre, ça ne fait plus aucun doute. Bonnes vacances. Quand les touristes viennent à Hermanus et qu'ils voient cet homme sandwich avec sa corne et son chapeau, ils trouvent ça marrant. Mais pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le job, c'est de survivre. Je suis né en 1989, juste avant que Mandela ne sorte de prison. Quand il est sorti, il a libéré le pays, mais la plupart des gens sont au chômage ici, surtout les jeunes. C'est évident. Ni le grand Mandela, ni 20 ans de démocratie n'ont à ce jour effacé un demi-siècle d'apartheid. À côté de chaque petite ville pimpante, on trouve un ghetto noir, l'autre visage de la réalité sud-africaine. Ici, plus de la moitié de la jeunesse tient les murs, en espérant des jours meilleurs. Ici, c'est Bonga Street, à Zwelihle. C'est le township. Tu habites ici ? Oui, j'habite ici, au coin là-bas, après le stop à gauche. Salut mon frère, ça va ? C'est Ibanati. Elle est née le 26 avril l'an dernier. Je l'adore. Tu es un papa fier. Je suis très fier d'elle. C'est un cadeau de Dieu. Avant de devenir crieur de baleines, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Mais maintenant ça va mieux, parce que j'ai assez pour nourrir ma famille, subvenir à mes propres besoins et à ceux de ma maman. Nelson Mandela non plus n'aurait pas renié cet enfant-là. Je pense au père de la nation arc-en-ciel en me dirigeant vers la région de son enfance, la province du Cap-Oriental. Pendant sa traversée du désert, enfermé dans la prison de Robben Island, Nelson Mandela revoyait les terres de son enfance comme un Éden de collines ondulantes, de rivières et de ruisseaux. De ses premières années où le grand homme fut d'abord un petit berger, il avait conservé un attachement mystique au bétail, source de nourriture, de richesse et de bonheur pour son peuple. Derrière l'une de ces collines se trouve la petite ville de Grahamstown, et ma prochaine étape. Pas le temps de flâner. J'ai rendez-vous au township voisin avec un conteur africain, d'un genre particulier.
Allez les gars, on y va. On va à la ferme, venez. Voici Basil Mills, mieux connu sous le nom de Wild Man, l'homme sauvage de Grahamstown. Basil exerce la profession très sérieuse d'éducateur à l'environnement, mais avec des techniques bien à lui. Vous allez voir, c'est un gros python. C'est un gros père celui-là, hein. Il peut vous mordre. Oula, doucement, reste là-bas. Ne l'approche pas, ne l'approche pas. Restez ici, ne courez pas. Reste là-bas, s'il te plaît. Tout va bien, Basil? Pas vraiment. Il serre très fort. Bon, il est super. Il s'est calmé, mais il peut être féroce s'il veut. Je le surveille. Je ne veux pas l'approcher trop près des enfants. Il pourrait être agressif. Il serait assez fort pour vous étrangler? Facile. Regarde, mon bras est presque bleu tellement il serre. Je ne sens presque plus rien dans ma main, à cause de la pression. Pourquoi fait-il ça? Il est inquiet parce qu'il sent la peur. Il me serre vraiment très fort là. Il va me falloir de l'aide. Il faut qu'il se détende. Elle s'est bien enroulée. Ok, bon, ça va mieux. Allez, on le met vite dedans. La queue en premier. C'est bon, j'ai la tête. C'est bien, merci les gars. Ton bras est vraiment bleu. Oui, il faut que je fasse circuler le sang à l'intérieur. Il te coupe la circulation. Quand tu travailles avec un serpent, il faut constamment le surveiller pour ta sécurité. S'il est stressé et qu'il se met à gonfler là-dessous, ça veut dire qu'il va t'attaquer. Alors là, il faut le reposer en faisant attention. On en a vu un gros dans le bush. Un jaune et noir qui s'est relevé pendant qu'on chassait. Oui, c'est ça. Il se lève, il te salue en disant « Hé, petit gars, je suis très dangereux ». Et en fait, il te dit « T'approches pas ». On lui a jeté des pierres. On l'a presque tué. Non, mais il ne faut pas. Ne lui jette pas de pierre. C'est la dernière des choses à faire. C'est comme ça qu'on se fait mordre. Il faut le laisser tranquille. Je suis surpris par Basil et l'efficacité de sa méthode. En quelques minutes, il a transformé le regard que posaient les enfants sur les serpents. Alors, chouette expérience, non? Je comprends qu'à travers l'animal, il tente de réconcilier ces gosses des townships avec le monde qui les entoure. Il y a longtemps, tous les animaux avaient la même couleur, kaki, comme moi. C'était moche, monotone, comme une plaine de broussailles. Alors, la tortue a dit « Non, moi je vais me peindre avec des jolies couleurs. » Et elle s'est peinte avec la couleur d'un rocher. Mais arrive une hyène, qui n'a pas vu ce rocher sur la route et qui lui met un grand coup de pied. « Oh, mon orteil !» Et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Et la tortue dit « Mais non, je n'ai pas voulu te faire mal au pied. » Mais la hyène l'attrape quand même et la pose en haut d'un arbre. Arrive le léopard et dit à la tortue « Mais qu'est-ce que tu fais dans mon arbre ?» La tortue dit « Mais ce n'est pas moi, c'est la hyène qui m'a monté ici. » Alors le léopard a eu pitié de la tortue et l'a reposée en bas de l'arbre. La tortue dit « Mais pour te remercier, je vais te peindre avec la plus belle fourrure que tu n'aies jamais vue. Noir, doré, argent ici. » Et le léopard dit « Yo, mais c'est trop beau !» Dans sa ferme, Basil partage son temps entre ses différents projets artistiques, ses animaux et sa petite famille. Sa vie est comme sa maison.
rempli à craquer. À l'intérieur, je découvre l'antre du conteur. Mon étonnement va croissant en le voyant se faufiler entre costumes, antiquités, talismans et accessoires. Pour moi, ici, c'est comme la grotte d'Aladin. Il y a beaucoup de trésors. Et la plupart des trésors que tu vois, je les utilise pour les histoires que je raconte aux enfants. Chaque objet peut raconter une histoire. Tu dois rendre ta femme dingue, non? C'est clair. Elle me dit, tu me ramènes encore des trucs, des bouquins, c'est quoi ça encore? Et puis, bon, avec les années, elle a accepté. Au début, je lui disais, on ne peut pas avoir une maison témoin. L'Afrique est pleine d'histoires et moi, j'ai besoin de ces trucs. Des serpents, des histoires, des trésors. Un vrai bric-à-brac. Tout cela est très naturel pour Basile, qui a passé sa petite enfance dans la ménagerie de ses parents. Grandir dans un cirque, c'était fantastique. J'ai appris à travailler avec des ours, des lions, des tigres. Mon père était un cavalier de rodéo. Il faisait des cascades à cheval et il m'a appris à faire des figures, du saut d'obstacles. Mes parents me laissaient m'occuper des animaux. Mon frère jumeau et moi, on a dormi avec des lions, travaillé avec des ours grizzly, des éléphants. Pour un enfant comme moi, c'était une merveilleuse expérience. Dans leur monde enfantin, Basile et son frère ne se rendent pas compte du drame que vit leur pays. Nous sommes dans les années 60. L'apartheid impose aux Sud-Africains son système brutal. Les parents de Basile, eux, défient la loi et emploient des artistes noirs. La bulle éclatera avec leur décès dans un accident de voiture. Basile et son frère ont 9 ans. Lorsque nous avons perdu nos parents, nous nous sommes retrouvés complètement seuls. Nous n'avions pas de famille vers qui nous tourner. C'était vraiment très très dur. Les animaux sont devenus mes seuls amis. Je pouvais me réfugier dans le bush, aller les voir et communiquer avec eux. Depuis, je partage mon amour des animaux avec les enfants qui ont souffert comme moi, pour leur redonner de l'espoir à travers mes histoires. Toujours à la recherche du léopard, j'ai quitté Grahamstown pour remonter au nord. Ceinturant la monarchie indépendante du Lesotho dans un écrin rocheux, voici la chaîne du Drakensberg, les montagnes du dragon. Pour grimper sur le dos du dragon, un véhicule tout-terrain ne suffira pas. Il y a des oiseaux là-bas. Des vautours du Cap, plusieurs nids au loin. On va rester loin de ceux-là. Celui-ci est proche du sommet. Il devrait être facile d'accès. Oui, celui-là est bien. L'alpiniste Charles Brummer et la chercheuse Sonia Kruger étudient les vautours du Drakensberg. Rencontrés hier dans un hôtel des environs, ils m'ont proposé de les accompagner en mission pour la journée. Nous sommes au pic de la cathédrale, à environ 3000 mètres. Tu vois ces vautours en bas, dans ce creux? Oui, il y en a pas mal qui tournent autour des nids. Encore des vautours du Cap? Je vois un gypaète barbu aussi. Les vautours du Cap tournoient dans l'air cristallin du petit matin.
Mais je n'ai Dieu que pour le Drakensberg, qui tout autour de nous dresse ses aiguilles. Me revient son nom zoulou, Ukashlamba, la barrière de Lance. Je goûte au bonheur d'arpenter pour quelques heures l'un des derniers espaces réellement sauvages de la planète et le toit mythique de l'Afrique du Sud. Pendant ce temps, Sonia et Charles se sont équipés pour étudier la falaise et les nids de vautours. Je vais descendre par là, qu'est-ce que t'en dis? Oui, une ligne droite depuis l'endroit où tu te tiens. Vous grimpez depuis longtemps? Ouais, et probablement environ 35 ans. Quelque chose comme ça, ouais. C'est un bon sport. Bon, c'est mon sport à moi, en tout cas. Parfait. C'est nickel. Il y a une bonne ravine où tu peux passer. Le plus dur, ça va être de passer l'arête. Allez, c'est parti. Regarde un peu à ta gauche, là où est le nid. Tu y es presque, encore 2 mètres. Ok, c'est bon. Je vais juste sécuriser un peu ma prise. Il y a des vautours qui viennent voir ce que tu fais. Venu se poser à quelques mètres de moi, je vois enfin le très rare gypaète barbu, dont seule une centaine de couples survit dans les montagnes. Depuis plusieurs années, Sonia et Charles étudient leur population et celle des vautours du Cap, eux aussi menacés. Il y a des plumes dans le nid? Oui, il y a plusieurs plumes. Je vais en prendre pour qu'on puisse faire un test ADN. Ça pourra servir. Le nid est pour l'heure vide. Aussi, Charles y installe un appareil programmé pour prendre des clichés de ses futurs occupants. Je suis admiratif de l'énergie déployée par l'alpiniste. Charles est très connu dans les montagnes. Il est toujours prêt à donner un coup de main. Il adore les montagnes, il adore grimper. J'ai vraiment de la chance de l'avoir pour collègue. Ce n'est peut-être pas le plus jeune, mais c'est le plus en forme, ça c'est sûr. Ok, je vais pouvoir remonter maintenant. Tu en es sûr? Comment? Tu vas pouvoir, papy? Ah, eh ben, le papy est encore costaud. Là, c'est la partie difficile. Ça y est. Bon, je m'éloigne du bord. Vous n'êtes pas un peu vieux pour ces trucs-là? Tu sais quoi? J'ai une théorie là-dessus. On a l'âge des femmes que l'on désire. Et ma fiancée, elle est très jeune. Donc non, je ne suis pas vieux. Quelques heures passées en sa compagnie m'en ont persuadé. Parmi les vautours du Drakensberg, dans ces montagnes auxquelles il semble appartenir, Charles a trouvé le secret de l'éternelle jeunesse. Les montagnes finissent par faire partie de ta vie. Si tu as passé toute ta vie dans les montagnes, tu as quelque chose qui te connecte à elles. Et tu ne peux plus les quitter. Parfois, tu vas en montagne et tu fais une expédition très dure. T'as des ampoules plein les pieds, t'as qu'une hâte, c'est rentrer chez toi. Mais quand tu es enfin chez toi, que tu as mis tes pantoufles, ta robe de chambre, que tu es en train de te relaxer, la montagne te dit « Hé toi, reviens ici !» Tu n'as pas le choix, tu y retournes, et tu passes un autre moment pourri là-haut. C'est pas la vie, ça?
C'est ma maison. J'aime cet endroit. Bientôt ma quête m'emmènera à l'est, où mes chances d'apercevoir un léopard sont meilleures. Mais je ne peux pas me résoudre à quitter tout de suite le Drakensberg. Au pied du Golden Gate, les bien nommées portes dorées, je décide de poser mes valises et flâner un jour ou deux dans la petite ville de Clarence. Quelque chose a piqué ma curiosité. Entouré de vaches, deux familles en habits traditionnels se font face. Leur attitude m'apparaît solennelle. Merci pour le délai que vous nous avez accordé. Vous voyez, nous sommes venus de nous-mêmes. Vous n'avez pas eu besoin d'insister. Oui, mais votre fils veut marier ma fille. S'il veut l'épouser, vous devez payer la dot, comme il se doit. Nous sommes d'accord. Donnez-moi les vaches et je laisserai ma fille partir avec vous. Moi, ce qui m'embête, c'est de les donner tout de suite. Les vaches ne font de petits qu'une fois dans l'année, pas deux. C'était bien ce que je pensais. La famille de Neliwe, la jeune fille, reçoit celle de son fiancé, Phineas, pour convenir du montant de la lobola, la dot traditionnelle. Mais maintenant que les deux familles se font face, les négociations bloquent. Le père de la promise accepte de me dire pourquoi. La famille Motang est venue payer la lobola. Selon la tradition, on paye la dot en vaches et pas en argent. J'ai demandé 20 vaches au père, monsieur Motang. Et pour démarrer, il veut me donner 7 vaches. Mais moi, j'en voudrais au moins 2 de plus. En fait, c'est comme un compte épargne. On peut vous donner 2 ou 3 vaches, petit à petit, pour finalement atteindre les 20 convenus. Et là, alors, ils auront fini de payer leurs dettes. Avec ce rite très codifié de la lobola, les deux familles vont apprendre à se connaître, à s'apprécier, à se retrouver dans le respect des traditions. Il s'agit de séduire l'autre en montrant que l'on a du bien, en prenant garde à ne pas l'humilier par un étalage inutile de richesse. Car au bout du compte, le nombre de vaches importe peu. Tout le monde cherche un heureux dénouement. Tout est arrangé. L'affaire est entendue. Et votre famille accepte ce que nous avons apporté. Il est temps pour nous de faire un premier geste. Je suis soulagée. J'avais si peur qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais finalement, ça a marché. Elle les vaut bien, ces 20 vaches. Même si maintenant ma famille est pauvre, c'est celle que j'ai choisie et elle va bien aider mes parents. Quand l'animal est le témoignage tangible du lien qui se noue entre deux individus et deux clans. Il fut un temps où nous avions les mêmes coutumes, certainement pour les mêmes raisons. J'ai écumé le sud, de l'ouest à l'est. Reste le nord et la célèbre région du parc Kruger. C'est là-bas, au-delà du canyon de la Blythe River, que se trouve le sanctuaire de la vie sauvage sud-africaine. Et mon dernier espoir de trouver le léopard.
Me voici aux portes du Kruger, à Hoedspruit plus exactement, la Mecque des passionnés de la vie sauvage sud-africaine. Ces dernières années, des résidences animalières privées ont fleuri autour du village. Je découvre un petit paradis grillagé, dans lequel oiseaux et herbivores circulent librement entre les maisons. Les résidents ont même construit une école du bush pour leurs enfants, qui apprendront à connaître et respecter le monde sauvage qui les entoure. Seulement voilà, tôt ou tard, les herbivores attirent les prédateurs. Et depuis maintenant 2 semaines, une femelle léopard rôde autour de l'école. Ah, il y a des empreintes ici. On dirait qu'elle a voulu boire, mais qu'elle a été dérangée. Peut-être une voiture qui est passée. Elle n'a pas pu boire. La communauté a recruté Fred Béranger pour capturer le fauve et le relâcher à l'autre bout de la résidence. J'essaye de m'assurer d'être protégé, parce qu'elle pourrait être couchée quelque part dans le bush. Et elle pourrait bien m'attaquer. Je ne veux pas la blesser, mais si elle m'attaque, je devrais tirer. C'est très dense ici. Comme tu peux le voir, elle a tué une proie. Je me demandais si elle n'était pas revenue pour ça. C'est une situation très dangereuse. Elle a l'avantage sur nous. Elle peut nous voir, mais pas nous. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Il faut qu'on recule un peu et qu'on la laisse seule. Je ne peux pas la voir. On va sortir de ce coin et essayer de la chercher depuis la route. Tu vois, le loquet est là. Le léopard va entrer, attraper la carcasse. Attention tes doigts. Elle va attraper la carcasse et quand elle tire, ça va se refermer. C'est verrouillé et elle ne peut pas relever la barrière. En théorie. Ce qu'on essaye de faire, c'est l'attraper dans la cage, pour lui faire ressentir le stress d'être dans la cage par la faute des humains. C'est pas plus stressant pour elle que de défendre son territoire. Si un autre léopard la défiait, il se battrait violemment. C'est pire que ce qu'on lui fait. Mais comme ça, elle va comprendre que les humains ne sont pas amicaux. C'est ça qu'on veut. Il ne faut plus qu'elle s'approche autant. Bon les enfants, vous savez tous qu'on a un léopard à l'école, pas vrai? Oui. Qui d'entre vous trouve ça excitant? Levez la main pour voir. Ok, bon, tout le monde est excité. Et maintenant, qui d'entre vous a peur de cette situation? Ok, juste 2 ou 3 d'entre vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de déplacer ce léopard? C'est mieux parce que ici c'est une école. Ça pourrait être dangereux. Si quelqu'un ne suivait pas les règles, il pourrait être blessé. Oui, surtout les maternelles, pas vrai? Ils ont la bonne taille pour servir de casse-croûte au léopard, n'est-ce pas? Et maintenant, qui pense qu'on ne devrait pas déplacer le léopard?
Moi, je ne pense pas qu'il devrait déplacer le léopard. Il a tué des impalas, il mange ses proies habituelles. Pourquoi est-ce qu'il s'attaquerait à un enfant? Aussi invraisemblable que cela puisse être, la possibilité qu'il attaque un être humain, voire un enfant, cette possibilité existe toujours. En quittant l'école, je me demande ce que je ferais s'il s'agissait de mon propre enfant, si je devais choisir entre sa sécurité et mes convictions. En restant quelques jours à Hoedspruit, je verrai peut-être Fred capturer le léopard. Ok, on entre sur la propriété de l'école pour vérifier la cage et voir si le piège a fonctionné. Avec un peu de chance, il y aura le léopard à l'intérieur. On a cette situation paradoxale où les gens veulent les animaux avec eux, mais quand ils sont là et qu'ils causent des problèmes, alors ils décident qu'ils n'en veulent plus. Il y a toujours ce conflit entre l'homme et la nature. Ils veulent toujours la changer. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais ce ne sont que des humains, et ils n'écoutent jamais. Ok, on dirait que le léopard est dans la cage. La femelle est bien là, prise au piège de la cage. Pendant que Fred appelle de l'aide, je m'approche à mon tour. Je vois enfin mon premier léopard. Mais ce n'est pas ce que j'espérais. Je peux sentir la colère, la peur de l'animal traqué. Dans quelques jours, Fred la relâchera à l'autre bout de la résidence, en espérant que cette mauvaise expérience la décourage de revenir s'approcher de l'école. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que cet animal ne souffre pas à cause du conflit avec les humains. Je m'y suis préparé et j'ai déjà été dans des situations où j'ai eu à risquer ma vie pour ces animaux. Et attends une seconde. J'ai vu des léopards brûlés vifs dans des cages pour les punir d'avoir mangé du bétail. Je les ai vus prisonniers de pièges, s'arracher la patte à coups de dents pour essayer de se libérer et saigner à mort. Je les ai vus incollés autour du cou, suffoquer 4 heures et puis mourir. Et tout ça parce que les hommes ont décidé qu'ils possèdent la terre, alors que ces animaux étaient là en premier. Pour moi, ce n'est pas acceptable. On doit les respecter. Ils étaient là avant nous. C'est peut-être la dernière fois qu'elle voit le soleil se lever. C'est ce que nous nous disons en observant cette femelle buffle qui peine à suivre le reste de son troupeau. C'est clairement une proie potentielle, cette femelle.
Je suis en compagnie de Terry, guide ranger, et Zeblon, pisteur. Tous deux vont m'aider à trouver le léopard dans le Sabi Sands. Ici, dans cette zone adjacente au parc Kruger, vivent les 5 espèces les plus prestigieuses du bush, les Big Five. Éléphants, rhinos, buffles, lions, et la pièce maîtresse, le léopard. Mais même ici, le voir n'est pas du tout garanti. Le léopard, c'est un peu notre Graal ici. C'est le plus difficile à trouver des Big Five. Donc pour nous, c'est toujours un défi. Tous les matins, tu te lèves, tu sais qu'il s'est passé des choses pendant la nuit, et tu te mets au défi d'y aller, de trouver une scène extraordinaire. Il n'y a rien de plus gratifiant pour nous, et tu es toujours très fier quand tu en trouves un. Après tout le temps que tu passes dans le bush, j'ai l'impression d'entendre un gosse à la chasse au trésor. C'est clair. C'est comme une petite chasse au trésor. Ces animaux-là, c'est comme des petits diamants pour nous. Au cœur de la nature sauvage, l'homme observe à distance la vie qui s'écoule et a décidé de laisser faire. Malgré tout notre optimisme et les efforts de Terry et Zeb, les heures s'enchaînent et pas de léopard en vue. Alors quand nous voyons au loin des vautours, ce qui est généralement le signe d'une carcasse, c'est plein d'espoir que nous approchons. La dernière trace est là. Puis ça vient jusque là. Ces traces sont vraiment très très récentes. Léopard. C'est une femelle léopard. C'est Notens. Notens. Écoute. Là-bas. C'est un léopard. C'est un cri de détresse. Généralement, les proies ont des cris de détresse. Là, c'est un impala qui lance un signal d'alarme. Ça, ajouté au fait que l'on a d'excellentes empreintes, ici, il y a de fortes chances qu'elle soit plus bas. Elle a sûrement été repérée. Elle va à l'ouest. Allons-y. Et enfin, elle est là. Au moment qu'elle a choisi, et pas avant. C'est elle qui va se montrer à moi. Notens, la plus vieille femelle de la réserve, une survivante. Je goûte au bonheur d'être allé au bout de mon rêve et me demande ce que ce périple m'a apporté. Chaque Sud-Africain rencontré sur la route m'a inspiré par sa foi, sa passion, donné une leçon de courage ou d'espoir. Et ici comme ailleurs, l'animal est le témoin du lien fragile qui nous unit encore à la nature. Je réalise que finalement, la destination importe moins que le voyage.